Bonjour à tous. Avant de me présenter, d'abord, je voudrais saluer devant vous l'engagement et la détermination d'Arthur qui tient à son idée vraiment et qui la mène à bien. Et je vais vous présenter aussi l'association. Alors d'abord, qui suis-je? Donc je suis président de l'association Globe Infinite, mais qui suis-je d'ailleurs? C'est un peu le sujet des mots que je vais dire. Chacun doit se poser la question. Chacun comme individu, comme professionnel, comme société aussi, qu'est-ce qu'on apporte. Donc c'est l'éternel, c'est la question des anciens, connais-toi toi-même. Il faut se la poser, il faut y répondre. Euh, donc là, je vous parle en tant que président de l'association Globe Infinite. Alors d'abord, je suis un officier, toujours officier de l'armée française. J'ai passé 9 ans dans les rangs de la Légion. Et je me suis aussi intéressé un temps aux problématiques RH du milieu civil. Arthur vous a parlé des enjeux de notre temps, des difficultés, du contexte particulier. Et moi, je vais vous parler en fait des forces du soldat ou de l'ancien soldat dans ce contexte. Mais d'abord, la raison d'être de l'association, c'est d'aider les militaires, les anciens militaires, les anciens soldats, et en particulier dans la reconversion. Pourquoi cette association et pourquoi le concept m'a plu? Deux raisons. D'abord, c'est pas de la reconversion n'importe où, n'importe comment, c'est dans les milieux du luxe. Donc c'est pas des conseils qui servent à rien ou du coaching qui mène à rien. C'est une aide qui a vocation à orienter et aider à la formation pour ces métiers. Bien sûr, c'est exigeant et ça ne convient pas à tout le monde. Il y a d'autres débouchés aussi et d'autres voies à suivre. Mais voilà ce sur quoi est engagée en tout cas l'association. Et ensuite, je pense pas, en fait, j'en suis convaincu, j'ai l'intime conviction que les valeurs du soldat, ce qu'il a forgé pendant sa carrière militaire, c'est un atout précieux, voire en fait indispensable pour ces métiers. Et c'est ça ce que je vais vous présenter en quelques lignes. Je ne vais pas parler de technique ou de savoir-faire, mais de ses forces, ses particularités, on pourrait dire des valeurs, mais le mot est vague, de celui qui a été militaire. Alors, donc en fait, je m'adresse à deux types de personnes là. Ceux qui ont été anciens, qui sont des anciens soldats ou des futurs anciens soldats, et les civils qui sont susceptibles de travailler avec eux. Donc, je vais rappeler les forces du militaire. Pour les civils, eh bien voilà pourquoi en fait le militaire peut répondre à vos attentes. Et pour les soldats, vous allez me dire oui, ça va être du blabla. Oui, mais ce blabla, en fait, vous en avez besoin. Parce que pour vous rendre compte de ce que vous êtes, des qualités que vous avez, et pour les présenter. Donc, d'abord, il y a un constat, en plus de ce qu'a dit Arthur dans le monde civil, c'est la difficulté de recruter des personnes de confiance, comme il a dit. Une personne de confiance, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui accomplit la tâche confiée. Et trouver des personnes de ce type, c'est actuellement une gageure. Les cabinets de recrutement généralistes ne garantissent pas grand-chose, malgré les trésors d'analyse, de technologie développés. Et c'est un problème en fait gigantesque pour quand on voit l'état du monde du travail actuel. Trouver quelqu'un qui, ne serait-ce qu'il y a le souci du travail bien fait dans le civil, eh bien, c'est loin d'être évident. D'abord, parce que finalement, c'est pas si fréquent que ça, et ensuite, c'est difficile à détecter. À part l'expérience, il n'y a pas d'indicateur, pas de trait psychologique en la matière. On reconnaît une personne qui tient parole, finalement, que quand on la voit tenir parole dans des circonstances un peu compliquées. Et en face de cela,
Donc je parlais du souci du travail bien fait. Vous le savez, le soldat, c'est le culte de la mission. La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout, et s'il le faut en opération au péril de ta vie, c'est l'article 6, si je me souviens bien. Et ouais, il y a la mission pour le soldat, elle est remplie quoi qu'il en coûte. Et deux considérations par rapport à ça. D'abord, ce que je viens de dire, ça va bien au-delà du travail bien fait. C'est plus absolu, moins technique, plus pratique au sens où c'est pas un savoir-faire ou une formation qui sera d'abord mise en cause. En fait, c'est la responsabilité du gars à qui on confie la tâche. Et deuxième considération, parce que ça c'est le cliché du soldat, c'est bon, on va pouvoir lui faire tout ce qu'on veut, de toute façon il ira au bout. Non. Le culte de la mission, pour le soldat, en fait, il engage tout ce qu'il est. Mais il n'est pas forcément idiot. En fait, il engage toute son intelligence, sa débrouillardise, sa volonté pour s'employer à remplir sa mission. Donc il faut que celui qui lui donne la mission en prenne la mesure, sans quoi il ne va pas lui donner des missions très longtemps. Après, cela dit, dans ce que je vais dire, je n'aborderai pas les responsabilités du manager ou du donneur d'ordre. Mais juste une petite anecdote. Quand on est finalement supérieur de quelqu'un, se rappeler que ce quelqu'un, en fait, c'est peut-être pas n'importe qui. Vous avez cette anecdote d'un général qui passe en revue les troupes pendant la Seconde Guerre et qui demande au légionnaire « Mais qu'est-ce que tu faisais avant de venir à la Légion ?» Et la réponse, c'est « Général, mon général. » Maintenant, je vais rentrer juste dans le pourquoi, en fait. Détailler un peu pourquoi le soldat a ce culte, la mission, a ses forces, ses valeurs qui sont plus ancrées que dans le monde civil. Alors, premier point, d'abord, le soldat, il s'est engagé pour quelque chose qui le dépasse, qui est plus grand que lui. Donc, en fait, pour se surpasser, pour atteindre un niveau plus qu'il n'est. Soit il s'est engagé pour la patrie, pour défendre ses compatriotes, jusqu'au sacrifice de sa vie s'il le faut, ou il s'est engagé pour devenir meilleur, ou enfin en tout cas pour quelque chose, pour quelque chose qui le dépasse. Et c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui s'engage à l'origine. Et en fait, ça change tout dans la vision des choses, dans l'optique, parce que quand on cherche du travail pour gagner de l'argent. Et là, en fait, on s'engage pour un sacrifice, pour quelque chose de plus grand. Ensuite, deuxièmement, parce que cet idéal qu'on peut avoir au début, le soldat n'en reste pas là, en fait. Il a incarné, il a travaillé pendant de longues heures, de longs mois, de longues années son engagement. Et dans des mesures, en fait, qui sont incomparables. D'abord, il a reçu une formation initiale. Tout le monde sait que c'est pas facile. La période des classes, on lui a demandé une exigence de tous les instants, pendant plusieurs semaines, jour, nuit, sans vraiment de repos réel. Alors certes, vous allez me dire, les exigences varient selon les armes, les spécialités. Vous connaissez tous des exceptions, mais n'empêche que par rapport au monde civil, ça reste incomparable. Et ça me rappelle un retour de témoignage d'un team building. Il y a une personne qui était déjà engagée dans la vie active depuis longtemps, et on lui a fait marcher la nuit. C'était la première fois de sa vie qu'elle marchait la nuit, comme ça, même en groupe, sous les étoiles, etc. Bon, le soldat, il a marché la nuit, il l'a fait plusieurs fois, et pas forcément dans des conditions très ludiques. Il s'engage jeune aussi. Et pour les soldats, vous vous engagez à un âge où c'est moins facile, c'est pas facile. Et vous affrontez des épreuves en fait que vous oubliez trop vite, pour parler de soldats. Il faut se rappeler de ça,
Parce que dans le monde civil, ils n'ont pas vécu ça. Et enfin, donc là j'ai parlé des classes, ce travail, ces forces du soldat, eh bien elles sont en fait travaillées pendant de longues années, et elles sont pas travaillées de 9h à 17h, quoi, ou de 8h à 18h si vous voulez. Mais pendant de longues années, le soldat se lève tôt pour accomplir certes des tâches simples parfois, mais indispensables. Il est surveillé par une hiérarchie qui est très présente. Bref, donc les bonnes habitudes, les forces, les qualités du soldat, en fait, elles sont ancrées en lui, mais réellement. Ce ne sont pas que des beaux discours ou des mots répétés à la méthode Coué. Donc en fait, ça devient des secondes natures. Ce qui fait que le soldat les oublie, et ce qui fait que c'est difficile aussi à comprendre pour un civil. Et après, ça se poursuit. Tout le monde a fait, ou à l'expérience des opérations, où là, c'est du 24/7. Et sans beaucoup de loisirs. Et là, je pense que le sens de la mission prend un sens très, très concret. Donc, pour simplifier, on peut dire finalement que le soldat prend des bonnes habitudes. J'essaye de vous qualifier les habitudes, les forces, les qualités. Mais si on s'attarde sur ce mot habitude, en fait, il y a plusieurs sens. Il y a les bonnes, les mauvaises habitudes. Bon, ça d'accord, mais c'est pas de ça que je veux parler ici. Mais en fait, il y a les habitudes qu'on prend pour se rendre la vie facile, des habitudes assez finalement confortables. C'est nécessaire. Mais en fait, ce n'est pas l'esprit des habitudes d'un soldat. L'habitude d'un soldat, finalement, c'est l'esprit de sacrifice. C'est se donner, se dépasser pour quelque chose de plus grand de soi, comme je disais. Et le sacrifice implique de renoncer à son confort, de faire violence. Et finalement, en fait, c'est le seul chemin qui permet de grandir, d'être plus fort, et de devenir une personne de confiance dont finalement le monde maintenant manque cruellement. Deux derniers petits points. Donc voilà, pour l'essence de ce qui est un soldat. Mais après, ça se développe dans plusieurs aspects. D'abord, l'ancien militaire, il est quand même bien éduqué. Et là aussi, en fait, ils apprennent, un soldat, ça apprend dès ses premières années à se situer dans une hiérarchie, de manière très concrète, pour pas développer. Il apprend à obéir intelligemment, à composer avec les humeurs d'un chef. Il apprend aussi qu'il a des codes à respecter. Je me souviens, j'étais chef de section à l'instruction de ma première année. Et donc les légionnaires, après un mois de ferme, ils avaient une demi-journée de quartier libre. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aller faire des courses en ville pendant une demi-journée. Ils avaient 4 mois de formation à Castelnaudary. Et donc les cadres, on surveillait les légionnaires qui étaient en tenue en ville et qui avaient 4 heures de liberté, si on pouvait dire. Et je me souviens, j'étais avec un de mes sous-officiers. Et là, il réprimande vertement, vous ne parlez pas du mot, un légionnaire qui mangeait avec son képi sur la tête. Combien de Français savent encore qu'un homme ne mange pas avec une coiffe sur la tête? Mais pourtant, ça, c'était un Russe qui disait ça à un Irlandais. Donc le soldat sait se tenir, c'est respecter les codes, se tenir devant une autorité, se situer dans une hiérarchie. Et c'est très précieux. Dans une entreprise, dans le monde civil, on l'apprend aussi, mais on l'apprend beaucoup plus concrètement et rapidement d'ailleurs dans l'armée. Donc voilà, culte de la mission, éducation, respect de la hiérarchie. Il y aurait plein d'autres valeurs fondamentales. Mais un dernier petit mot sur, là c'est plutôt pour le monde civil, sur les savoir-faire du soldat.
Un soldat, ça c'est pas seulement marcher, tirer au fusil, sauter en parachute, etc. Il y a plein de métiers. C'était d'ailleurs les publicités de l'armée, mais c'est vrai parce que pour faire marcher un régiment, il faut des secrétaires. Les secrétaires, ils travaillent sous tension, sous pression et en dehors des heures de service largement. Il faut des cuisiniers et des serveurs au cercle mess. Et ces serveurs, quand le première classe ou le caporal va servir le colonel qui a 5 barrettes sur les épaules, croyez-moi qu'il a quand même la pression. Il faut des conducteurs, des pilotes, enfin plein d'autres métiers qui sont exercés dans des conditions difficiles avec toujours de la pression. Donc, rappel aux soldats, toutes ces qualités, toutes ces forces, il faut les valoriser. Il faut vous en rappeler, vous en souvenir, il faut les valoriser. Parce que c'est ce qui manque au monde civil et c'est ce qu'il attend. Donc soyez fidèles à votre parole, conservez le culte de la mission et le sens du sacrifice qui vous a fait vous engager il y a quelques années. Parce que c'est ce que le monde civil attend. Et pour le monde civil, il faut savoir tirer profit de ses forces, de ses qualités, de les épanouir, de les valoriser et de les épanouir dans un autre milieu. Parce que c'est là qui est un peu le point clé. Il y a quand même un changement de milieu lors d'une reconversion. Et il y a des choses qui vont être perdues. Parce que finalement, le soldat, il supporte tout ça parce qu'il est dans un milieu qui est humainement porteur. C'est-à-dire, les liens sont quand même serrés, il y a toujours quelqu'un avec qui discuter. Dans le civil, c'est plus forcément vrai. Donc le changement de monde n'est pas des moindres. Et là, je ne suis pas sûr que ce soit l'armée, d'ailleurs, qui humainement ait des lacunes, mais plutôt le monde civil, parce que ça peut paraître cliché, mais là, c'est quand même l'individualisme règne un peu plus, beaucoup plus, et c'est le gain qui prime. Ça s'explique évidemment pour des raisons normales et économiques, mais ça n'en demeure pas moins un problème. Parce que comment est-ce que l'armée peut demander du sacrifice à ses soldats ? Parce que humainement, tout va bien. Il y a du monde autour. Et là, je reviens sur les anciens soldats, il y a un rôle à jouer. Parce que quand vous montrez, après vous serez manager, etc., ça, il faut vous rappeler de comment vous étiez dans l'armée, comment vous étiez entouré, comment il y avait du soutien autour, pour pas, quand vous basculez dans le monde civil, oublier tout ça, et au contraire, apporter en fait ce qui fait tenir, ce qui fait durer finalement, ce qui est rentable au final. Les qualités humaines qui font que le soldat maintient ses forces et ses qualités.